Bonjour et bienvenue à vous, ravi d'être avec vous ce matin. Nous sommes dimanche 21 janvier 2024 et je suis très heureuse de vous accompagner dans votre émission Bonjour d'Algérie pendant 1h30. Ce matin, nous commencerons par vous emmener dans un écrin de verdure, c'est le poumon d'Alger. Nous vous emmènerons au Jardin d'Essai puisque nous avons le plaisir de recevoir ce matin la directrice Kenza Benmeni. Voilà, Kenza Benmeni est la directrice du Jardin d'Essai et il faut savoir que c'est la première fois qu'une femme est à la tête de ce jardin depuis sa création, puisqu'il va être 2 fois centenaire dans quelques années. Nous recevrons comme chaque dimanche Samira Hadjamar avec sa rubrique Écume et patrimoine. Nous verrons ce qu'elle a pour nous ce matin. Nous recevrons aussi notre collègue Yazid Ait Mahidine. Il sera là ce matin aussi pour une thématique particulière, comme il vous a habitué chaque dimanche. Nous ferons bien entendu le point sur le match d'hier. Il nous a tenus en haleine pendant 1h30 et nous sommes sortis avec un match nul. Alors Mokhtar Hamani sera là. Il va décortiquer ce match et nous donner un petit peu quelques informations sur le déroulé des matchs futurs. Et quant à Filla Bennour, elle sera là ce matin avec un sujet particulier. Vous verrez, elle nous parlera d'abeilles, mais d'une manière très particulière puisqu'elle a un profil atypique à nous présenter ce matin. Voilà pour notre émission de cette matinée. Et nous commençons bien entendu avec le point météo avec Emel Laribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Emel Laribi nous fait la pluie et le beau temps. J'aimerais bien la pluie. Ah, t'aimerais bien la pluie, hein? Oui. Alors, Emel, le temps s'est rafraîchi un petit peu? Oui, exactement, avec l'arrivée de la neige. Est-ce que c'est de la pluie ou du crachin? Ce matin, c'était une petite pluie un peu étrange. Hein? C'est des moments. Comme ça peut être des petites pluies et comme ça peut être des averses. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, quel temps il va faire ce matin? Allons-y. Pour la journée plutôt, pas ce matin. Oui, la journée. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour ce matin, on aura de la brume sur la région de l'ouest. Puis le ciel se montrera passagèrement nuageux tout au long de la journée. Des passages nuageux également vers le centre et l'est. Ces nuages peuvent être parfois assez denses et qui sont accompagnés de quelques pluies la journée. À noter aussi quelques flocons de neige durant cette matinée sur les sommets du centre-est et l'est du pays, d'où ce froid. La moitié sud eh bien, connaîtra un ciel souvent voilé sur le sud-ouest, plus exactement Tindouf, le Bécharoua, le Nord-Sahara, le Sahara central et le Sahara oriental. Des passages nuageux durant cette matinée sur les oasis, puis le ciel restera partiellement voilé. Ailleurs, le ciel restera plutôt bien ensoleillé. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt fraîches par endroits. Le minimum 10 degrés du côté d'Al-Bayad, 11 à Sétif, également Constantine, 12 à Djelfa, 14 degrés à Batna, 13 Tiaret, 16 degrés à Alger, à Naba, 18 à Oran, 19 Tlemcen, également du côté de Biskra, 20 degrés Béchar, Gardaya, 25 à Elizi, 28 degrés à Drar Salah, 26 à 27 degrés le Egal, le Tassili et 32 à 34 degrés de Borj Bedi Mourtar vers In Gazem. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera peu agitée sur les côtes ouest, centre et est, parfois agitées, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 30 km/h sur les côtes centre et est. Les vents seront du secteur nord sur les côtes centre, nord-ouest sur les côtes est et 20 à 40 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront du secteur est à nord-est. On va faire un petit tour, comme toujours, vers le sud de l'Afrique, où le temps restera nuageux et pluvieux, parfois aussi accompagné d'orages à Abidjan, Kinshasa, Lusaka, Antananarivo, partiellement voilé à Bangui, Windhoek, Le Cap, Addis Abeba, plutôt dégagé à Abuja. Le mercure affichera 22 degrés à Addis Abeba et Nairobi, également Lusaka, 24 vers Le Cap, 27 Antananarivo, 31 à Kinshasa, 33 à Abidjan et 34 degrés à Bangui, le maximum à Abuja avec 35 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée.
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Amal Haribi, merci beaucoup. C'est moi qui vous On remercie. se retrouve à midi. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. C'est moi. Et tout de suite, je vous propose de suivre une chanson palestinienne interprétée par Mohamed Yassine Yahyaoui. Je vous laisse apprécier, on revient juste après. والشتا رواني والصيف لما تاه ولع مني راني بيضل عمر فدا نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما والشتا رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر الفتى نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما ضرب الخناجر ولا حكم الناجر فيا يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم الناجر فيا يما مويل الهوى يما مويليا. Voilà, de retour sur notre plateau et nous avons le plaisir de recevoir Mokhtar Hamani. Bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alors on va d'abord voir le jingle et après on revient la à toi. spéciale. On y va. Mokhtar, l'Algérie a décroché un nul face au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que ça mène tout ça? Où ça amène Un nul tout ça? d'ailleurs précieux, de 2 buts partout. Tout le monde attendait cette confrontation face au Burkina Faso dans une chaleur suffocante, il faut le rappeler. 2 buts partout grâce au doublé de Riyad Bounjah, l'homme du match, Bardad Bounjah, pardon, je fais allusion à Riyad Mahrez qui était un petit peu absent lors des 2 matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un précieux nul qui est le suspense est d'ailleurs reporté à la 3e journée où on doit affronter la Mauritanie. Je propose d'ailleurs de suivre un petit peu ce compte rendu signé Sami Achichou qui revient sur les meilleurs moments de ce match. On va d'abord un petit peu parler du match, comment ça s'est passé hier. On est resté en haleine jusqu'à la fin. C'est un match difficile. Il faut savoir que
Le Burkina Faso est l'une des coriaces équipes dans ce tournoi et elle compte donc marquer de son empreinte cette participation dans cette Coupe d'Afrique des Nations chez son pays voisin, à savoir à la Côte d'Ivoire. Il y a plus de 4 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et donc ils étaient nombreux hier au stade, plus nombreux que les supporters algériens. Et ça s'est vu d'ailleurs et ça s'est entendu à travers donc les cris et surtout la manière d'encourager leur équipe. Mais encore une fois, les Algériens étaient au rendez-vous grâce à une très belle prestation. Ils étaient présents, les supporters également étaient présents au niveau des tribunes pour booster et transcender les joueurs algériens afin qu'ils réussissent cette deuxième journée réussisse et surtout un match nul au goût d'une victoire, comme nous le dit Samia Chichou. Les Verts ont dominé toute une mi-temps avant de se faire surprendre par un but contre le cours de jeu. Le score aurait pu être différent si les Algériens avaient concrétisé les occasions de but qui se sont présentées devant eux. Entre vitesse et précipitation, les poulains de Belmadi ont manqué d'adresse à l'approche des 18 mètres adverses, où les défenseurs burkinabés s'étaient cantonnés et restaient à l'affût de la moindre petite brèche pour tromper l'arrière-garde algérienne. Juste avant la fin de la première mi-temps, Kounaté, grâce à un but controversé, donne l'avantage aux étalons. Du retour des vestiaires, les Algériens étaient galvanisés par l'entrée en jeu du virevoltant Amoura et ont assiégé la défense burkinabé et ont pu inscrire le but égalisateur grâce à Bounjah. Et au moment où on s'attendait à ce que les Algériens doublent la mise, c'est Traoré qui redonne l'avantage aux siens sur penalty. Un penalty qui n'a pas pour autant dissuadé les Fennecs et qui ont cru en leur chance jusqu'au dernier souffle de la partie, grâce à l'abattage de Amoura et l'altruisme de Younes qui ont pu débossoler la défense du Burkina Faso grâce à leur vivacité. D'ailleurs, sur action menée par Amoura, un corner botté par Cheibi sur la tête de Bounjah qui libère des milliers de supporters et de téléspectateurs. Très belle prestation des protégés de Jamal Belmadi, 2 buts partout grâce à Bardad Bounjah. Et juste après, dans le même groupe, la Mauritanie a été battue par l'Angola. L'Angola avec qui nous avions fait donc un match nul, un but partout. Et donc après cette deuxième journée, l'Angola occupe la première place en compagnie du Burkina Faso avec 4 points, l'Algérie 3e avec 2 points et Mauritanie 0 points. Ça sera notre prochain adversaire, ça sera le 23, mardi 23 à partir de 21h. Heureusement, il y aura Inch'Allah de la fraîcheur à partir de 21h. Inch'Allah. Donc, Belmadi soulagé par le résultat d'hier? Certainement, pas le soulagement d'une victoire, mais surtout d'avoir bien négocié cette deuxième journée qui était difficile, qui s'annonçait difficile pour les deux équipes. On l'écoute, lui et l'entraîneur du Burkina Faso, Hubert Velud. اليوم قلت لك خاصنا tu marques sur tes occasions, un but, 2 buts, le match il est complètement différent. ولكن moi je suis satisfait bien sûr je me serais bien épargné de souffrir jusqu'au bout comme ça, mais voilà, c'est des matchs on doit les jouer, ça doit nous arriver, et si on va aller traîner dans cette compétition, quoi qu'il arrive, on aura des matchs comme ça. T'es à la hauteur contre l'Algérie, mais c'est vrai qu'on est passé tout près de la victoire, c'est dommage, mais bon, je pense qu'on a fait un bon match, très bon état d'esprit, on a su avoir des occasions de but. C'est le seul petit regret, c'est les 2 buts sur coup de pied arrêté, parce que même le premier est très évitable. Donc on a un petit problème de concentration là-dessus, c'est notre unique problème aujourd'hui, mais il faudra le régler parce que 30% des buts dans le football moderne sont marqués sur coup de pied arrêté, donc il faut régler ce problème. Mokhtar, Oui. Bounjah a été le meilleur hier sur le terrain. Ah oui, grâce à ses 2 buts, mais surtout grâce à sa présence
dans le périmètre adverse. Il a été comme un véritable poison pour la défense du Burkina Faso. Il a créé plusieurs occasions nettes de scorer. On va voir les images. Juste après la rencontre, il a été élu, vous venez de le dire, donc meilleur joueur du match, homme du match. Et c'est bien pour ce joueur qui a été longtemps mis dans le doute. Il ratait beaucoup de buts les 2 dernières années. Et là, il retrouve le chemin défilé et le sens du but, lui qu'on qualifie souvent de renard des surfaces. Mahrez, par contre, lui, il a été un petit peu en baisse de forme pour le match d'hier. Et ça arrive pour tout sportif, pour tout joueur. Donc, il y a des fois des moments hauts et des moments bas. Riyad Mahrez, depuis qu'il a changé un petit peu, qui est parti du championnat d'Angleterre, là où il était donc à Manchester City, il a rejoint le championnat d'Arabie Saoudite, un championnat qui est de moindre envergure par rapport au championnat UP, le championnat d'Angleterre. Et là, il a perdu un petit peu de sa fraîcheur. Et ça ne veut pas dire que le joueur a perdu toutes ses qualités. D'ailleurs, l'entraîneur national, Jamal Belmadi, défend son joueur et il a raison de le faire. Bon, c'est le discours de tout le monde. Là, vous avez posé la question que beaucoup voudraient poser, mais qui n'osent pas. Préfèrent le dire en off. Moi, j'aime pas cette idée qu'on tire tous sur un joueur comme ça, sur un joueur comme Riyad. On ne se repose pas, par contre, là, je suis obligé de vous rectifier, on ne se repose pas sur... Aujourd'hui, Bagdad a marqué 2 buts, mais on ne s'est jamais reposé sur un joueur. Ça, même Riyad, on ne s'est jamais reposé. Ça, il faudrait revoir un peu vos fiches. Vous verrez que nous, c'est un ensemble. Tout le monde, offensivement, d'ailleurs, on dit que le jeu pèse plus à gauche qu'à droite. Riyad est un leader. Riyad a fait ses preuves encore récemment. Je ne le fais pas jouer sur son statut. Personne ne joue sur un statut chez moi. Et je sais qu'il aura son importance dans cette compétition. Quant à mes futurs projets, je vais les garder pour nous. Voilà, donc les projets, il les garde pour lui. Et c'est de bonne guerre pour chaque entraîneur, donc il n'a pas besoin de divulguer ses secrets, surtout ses projets futurs, ses projets pour l'équipe et ses projets individuels pour chaque joueur. Les supporters étaient au rendez-vous. Ah oui, ils étaient d'ailleurs, on les a vus au niveau de l'enceinte sportive du stade où se déroulait la rencontre Algérie-Burkina Faso. Mais les autres qui n'ont pas eu la chance d'assister à ce match, on les voit donc encourager l'équipe nationale jusqu'aux derniers instants. لا الحمد لله اليوم بارتي يعني الخير من خساره وعمورة ان شاء الله بارتيه جايه تيتيلر خاطش هو اللي دخل هو جوكر هو بدل بارتيه ان شاء الله بارتيه جايه فيها خير كاليفو ان شاء الله دوزيام بلاص تروازيام بلاص المهم كاليفي ان شاء الله شنو الخير من خساره وان شاء الله فيها موريتانيا ان شاء الله ندو 3 بوان ان شاء الله نتكاليفو بارتيه الثانيه خاصنا نربحوها ان شاء الله بالماضي زيرنا روحك وان شاء الله مربوحه 1 2 3 فيفا الجيري ان شاء الله موريتانيا والدوزيام تور حاجه اخرى 1 2 3 1 2 3 Mokhtar. Juste pour terminer, concernant la journée d'hier, il faut rappeler que la Tunisie, qui est également en plein doute avant de parler handball, donc a fait match nul face au Mali, l'autre coriace formation de ce tournoi, comptant pour le groupe E, donc Tunisie 1, Mali 1. Aujourd'hui, il y aura 3 matchs au programme. Comptant pour le groupe E, l'Afrique du Sud affrontera la Namibie à 21h. À Korogo. Le Maroc, dans le groupe F, jouera face à la République démocratique du Congo à 15h à San Pedro. Et dans le même stade à 18h, Zambie-Tanzanie. Voilà, on aura été complet. Juste pour rappeler que la Fédération algérienne de football a introduit donc une réclamation officielle contre l'arbitrage assistant de l'assistance vidéo. Le Gabonais Acho Pierre Christian du match face au Burkina Faso disputé hier après-midi. Très bien. Merci beaucoup, Mokhtar. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est juste pour parler de handball, si vous permettez, puisqu'il y a une autre Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule, celle du handball, la petite balle, comme on le dit, le 7 national affrontera
ce soir, à partir de 19h, le Maroc pour la 3e journée du groupe C. Rappelons que l'Algérie avait remporté ses 2 premières rencontres face au Gabon et dans le derby face à la Libye. Donc l'Algérie est en pole position dans ce groupe C pour se qualifier au second tour. D'ailleurs, elle s'est qualifiée au second tour et Inch'Allah, on aura d'autres bonnes nouvelles pour les tours suivants. Très bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mourtar. Voilà, c'est moi. Et je te propose de suivre, et les téléspectateurs aussi, donc un sujet de Belkaidia. Il nous parle de l'artisanat. Voilà. De retour sur notre plateau et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Kenza Benmeni. Kenza Benmeni, bonjour. Bonjour. Ravie de te recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Je vous remercie pour l'invitation. On se connaît, hein, il faut dire qu'on se connaît puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, donc au Jardin d'Essai. Et donc vous êtes maintenant la directrice du Jardin d'Essai. En tout cas, moi je suis vraiment heureuse donc, de vous savoir à la tête de cet écrin de verdure, de ce lieu magnifique. Et on va commencer déjà par donner des résultats puisque quand même le Jardin d'Essai est devenu un lieu incontournable quand on visite Alger, la capitale. N'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Je vous remercie déjà pour votre soutien. Effectivement, après peut-être maintenant 12 ans de travail et de passion à l'intérieur du Jardin d'Essai, j'accède à sa tête et puis j'espère qu'on fera du bon résultat. J'en doute pas puisque déjà à l'époque, quand je vous avais rencontré, vous étiez en plein dedans. Je me souviens, j'étais vraiment ravie quand je vous ai vu arriver à vélo. Donc vraiment, parce que c'est quand même grand, le Jardin d'Essai est immense, donc nécessité de se déplacer à vélo pour pouvoir faire le maximum des choses. Nous sommes étendus sur 32 hectares et effectivement pour faire un petit peu le tour, voir ce qui se passe de bout en bout, l'idéal c'est de se déplacer à vélo. En plus c'est éco-responsable comme moyen de transport. C'est un sujet qui vous tient à cœur, l'éco-responsabilité. Il faut vraiment l'inculquer à tout le monde. À l'époque où nous sommes, ça devient indispensable, que tout le monde vraiment acquiert ces
ces concepts-là, c'est important. Donc, comme vous aviez dit, le jardin continue à être la plaque tournante, on va dire, du tourisme vert dans la capitale. Donc, sur l'année 2023, nous avons atteint un chiffre record de nos visiteurs. Nous sommes à 2 300 000 tickets vendus, donc visiteurs entre zoo et jardin botanique, ce qui est vraiment très encourageant pour nous. Et puis, ça peut aussi témoigner de l'engouement qu'a la population pour ce genre d'espace. Voilà. Donc, un record, c'est, comme je l'ai dit, donc, dire à quel point c'est déjà important pour les citadins d'avoir un lieu comme celui-là. C'est quand même un lieu extraordinaire qui a bientôt, presque 2 fois centenaire déjà. Oui, sa date de création remonte à 1832. Mais on va dire que ça n'a pas été toujours un jardin tel que nous l'apercevons actuellement. Ça a été un espace de test, d'essais de végétaux, d'où vient le nom jardin d'essai. Donc il a gardé ce nom. Il faisait des essais d'acclimatation. Et nous avons choisi de garder ce nom parce que nous continuons quand même de faire des essais d'acclimatation, d'introduction de nouvelles espèces. La toute dernière qui a été réintroduite, c'est le baobab qui nous vient d'Afrique. Et c'est un arbre majestueux qui est planté maintenant juste au niveau de l'entrée nord. Donc c'est un peu la façon de faire du jardin d'essai. C'est introduire des végétaux et surtout travailler sur la conservation. Quand on parle de conservation, là on va s'intéresser aux végétaux et aux animaux. Donc ceux qui ont un statut particulier, qui sont menacés dans la nature. Là, le jardin d'essai fait l'effort d'aller les ramener et puis les conserver. La banque de graines en fait que vous avez, c'est très très important. C'est cela. Donc s'il s'agit de plantes, là nous disposons d'une banque de graines. Donc on stocke les graines des plantes qui sont rares ou menacées au niveau de notre banque de graines et on fait des essais de réintroduction par la suite de ces espèces dans leur milieu naturel. Et c'est la même chose aussi pour le zoo. Le fait de les garder en captivité, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont contre le concept de détention des animaux, mais si on prend l'approche de conservation génétique de l'espèce, la conservation ex situ est un outil aussi de maintenir la viabilité de l'espèce. Donc, et nous avons plein de projets, que ce soit pour le côté végétal, banque de graines, en collaboration nationale et internationale, ou que ce soit pour le zoo, où nous allons surtout partir sur un réaménagement des enclos pour offrir de meilleures conditions de détention pour nos pensionnaires, effectivement, dans les normes nationaux et internationaux, Inch'Allah. Alors, Kenza Benmeni, moi, ce que je vous propose, c'est de voir donc, ensemble un sujet. C'est un sujet de Lamia Bedbouda sur le jardin d'essai. On regarde et on revient juste après. Le jardin botanique du Hamma est l'un des 10 plus beaux jardins au monde. Sa beauté est célébrée jusque dans les écrits de Karl Marx, André Gide, Albert Camus ou Jacques Derrida. Charles de Gaulle dira que le visiteur attentif se donne facilement l'illusion d'un voyage autour du monde. C'est dire la diversité de ce paradis végétal dont l'acte de naissance s'écrira un 30 décembre 1832. L'objectif stratégique derrière l'établissement de ce jardin ne fut pas la création d'un jardin luxuriant, mais d'une pépinière centrale qui allait se charger d'introduire des espèces des différents continents, surtout les zones tropicales et subtropicales pluvieuses. Avec une superficie de 32 hectares, j'ai choisi pour vous 7 points forts à ne pas rater. Du point de vue structure architecturale, il se compose de 2 grands styles. Le premier, c'est le jardin au style français. C'est un jardin régulier ouvert à la française. C'est un jardin très classique, là où c'est une parfaite illustration donc, de beaucoup de caractères qui, lorsqu'ils sont réunis, vont définir avec précision le jardin régulier ouvert à la française, là où apparaissent les formes géométriques des parcelles avec des plates-bandes bien fleuries, une symétrie et une très belle perspective qui n'est définie que par les limites
l'horizon de la Méditerranée. À son opposé, le jardin au style anglais où vous attendent des troncs d'arbres aux formes tortueuses. Nous sommes au cœur du jardin anglais, communément appelé, mais en termes d'architecture, en termes de paysagisme. C'est un jardin paysager ombragé, là où la densité de la plantation est plus accrue, là où on sent une certaine fraîcheur, surtout lorsqu'il fait des canicules l'été. Le phototropisme, c'est un phénomène qui apparaît chez toutes les espèces végétales, surtout ceux qui possèdent un stipe. Je fais allusion aux palmiers, aux cycas. Là où nous sommes au niveau du carré des cycas, avec les 3 espèces de cycas plantées. Là où il y a ce phénomène-là qui apparaît très nettement, le phototropisme, qui consiste que chaque fois un arbre, un arbuste ou une espèce végétale, en déficience en matière d'énergie solaire, elle est obligée d'orienter sa partie supérieure vers l'entrée du soleil. Les allées ont fait la réputation de ce jardin. Il dispose de 3 grandes allées. L'allée des Platanes est plantée en 1845 avec un total de 113 arbres. L'allée des Platanes, plantée en 1845, en référence aux 3 espèces plantées au niveau de cette allée le long de 500 mètres, le Platanus orientalis de son nom latin, le Platanus occidentalis, c'est un croisement entre les 2 espèces, un hybride. L'allée des Dragonniers daterait de 1847, originaire des îles Canaries et qui sont sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. L'allée de Dracena draco, en référence à l'espèce plantée, c'est une espèce qui n'est pas du tout cosmopolite, donc son endémisme est très restreint, pays d'origine c'est les îles Canaries, avec un entrelacement et un enchevêtrement du branchage qui n'est que le résultat d'une taille esthétique, une taille de formation qui va donner cette architecture et l'impression qu'on est en train de parcourir un tunnel naturel. L'allée des Ficus, plantée en 1864, se compose de 161 arbres. La racine pourrait être aérienne, et qui, au contact du sol, elle va changer de forme et de fonction en redevenant des troncs de support supportant les ramifications horizontales de cet arbre-là. On ne peut visiter le jardin sans voir les lianes du Ficus retusa ou voltiger tarzan. Ce fabuleux arbre attire de nombreux visiteurs. Derrière moi, donc, un arbre très remarquable, voilà, très célèbre par son appellation commune. Ceux qui fréquentent le jardin arbre de Tarzan, du fait qu'il a abrité les premières séquences de la série du fameux film de Tarzan en 1932. Pourquoi 1932? C'était la célébration du centenaire de la création du jardin. La diversité des arbres, en fait. Dès que vous passez d'un endroit à un autre, c'est comme si vous changez d'un continent à un autre. Vous passez de l'Asie à l'Afrique, à l'Amazonie. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Magnifique jardin. Magnifique jardin. J'en connais pas un plus beau. J'ai fait plein de jardins en France, j'en connais pas un plus beau. Au sein de cette luxuriante verdure se trouvent 4 statues de l'artiste Émile Gaudissart, qui a enrichi par ses œuvres le jardin, mettant en évidence la culture algérienne. L'autre point fort du jardin, pour les amoureux des animaux, est le zoo, véritable conservatoire d'une faune sauvage en captivité. Alors bienvenue dans ce joyau botanique ou simplement le paradis terrestre. C'était un sujet signé Lamia Bedbouda, donc on a pu voyager avec elle à travers donc ce magnifique jardin. Beaucoup de visiteurs, puisque quand même la période des vacances d'hiver, vous avez marqué un record. Oui, encore. D'accord. En ce début d'année, nous avions eu une journée avec plus de 24 000 tickets vendus, donc 24 000 visiteurs entre zoo et jardin. Et ça a été
encore l'engouement des visiteurs, mais c'est aussi l'animation qu'on avait créée à l'intérieur. Justement, c'est ce que vous essayez de faire, de l'animation oui. Ça, on a repris. Donc, quand il y a des périodes creuses ou des journées thématiques, on fait des journées de sensibilisation axées sur tout ce qui est technique. Donc, comme nous avions fait un salon des plantes médicinales, aromatiques et à parfum et les huiles essentielles, ça a été en fin du mois de novembre dernier. Et ça, on avait quand même remarqué que nous avions enregistré un rebond de 200% de visiteurs par rapport aux mêmes journées de l'année précédente. Donc, ce qui était très très bien. Ensuite, il y avait également une journée qui a été consacrée à la sensibilisation aux chardonnerets. Alors, on connaît tous la passion qu'ont les Algériens justement, pour ce passereau. Notre reporter Lamia Boudbouda avait fait aussi encore le sujet, elle avait été là. Donc... je crois que vous allez, je crois qu'il va signer un contrat d'exclusivité avec le Jardin d'essai. Oui, mais on ne va pas s'arrêter, ça va être que de l'animation, mais pas axé uniquement sur le technique, parce que par exemple, durant les vacances scolaires, où là, nos visiteurs, c'est plus les familles et les enfants, là, il y a eu des ateliers de sensibilisation, des pièces théâtrales, des pièces de clown, mais toujours avec une thématique environnementale. Et puis il y a eu l'organisation d'une exposition de vente d'artisanat, donc les produits d'artisanat. Nous avions eu des artisans qui sont venus proposer leurs produits. C'était une très bonne fenêtre pour eux, pour se faire connaître. Et puis c'était aussi de l'animation pour nos visiteurs qui viennent découvrir le jardin et découvrir aussi le patrimoine culturel et le savoir-faire de nos artisans. Donc d'une pierre deux coups, on va dire. D'une pierre deux coups. Mais en fait, quand même, on va parler de la revers de la médaille, parce que qui dit un nombre de visiteurs, on va dire, important, dit que quand même ça a un impact sur le jardin. Ah oui, ça on peut pas recevoir autant de visiteurs sans qu'il y ait de conséquences sur le site. Et les conséquences, j'en parle, c'est les tags qu'on retrouve sur les arbres, c'est le piétinement des espaces verts. Donc la petite plantule, ils font pas trop attention, ils piétinent. Et surtout quand c'est des petits. Oui, c'est des petits, en fait même parfois les grands, c'est compliqué, mais c'est ça, nous avons du piétinement, de l'arrachage des fleurs, donc dès qu'ils trouvent un parterre fleuri, là nous avons des petits actes peut-être spontanés où on a envie de cueillir la fleur. C'est vrai qu'on est tenté, c'est vrai qu'on a envie, mais il faudrait essayer d'inculquer cette éducation environnementale. C'est ça. Donc là, c'est l'autre cheval de bataille sur lequel nous allons partir, c'est intensifier tout ce qui est éducation environnementale pour les citoyens, pour que justement on apprenne à respecter ces espaces verts et puis être au courant de tout ce qui est problématique et thématique environnementale actuelle. Donc normalement, les citoyens algériens doivent être éco-responsables, savoir ce que c'est la biodiversité, ce que c'est que les changements climatiques, ce que c'est que tout ce qui est concept environnemental, ils doivent l'avoir déjà acquis pour qu'on puisse avoir une génération meilleure et qui se battra pour les intérêts de l'Algérie, Inch'Allah. Moi, je vais vous poser une question un peu personnelle. Donc, vous êtes la première femme à la tête du Jardin d'essai, donc depuis la création du jardin en 1832. Vous êtes la première femme. Après quand même avoir passé donc 12 ans dans ce jardin, vous êtes à la tête de ce lieu magnifique. J'imagine que vous avez des projets plein la tête. Oui, pour ce jardin. Oui, le hasard a fait qu'effectivement, je suis la première femme nommée à ce poste. Donc oui, on va avoir le souci du détail. Et comme je vous ai dit, comme vous aviez dit aussi, des projets plein la tête. Et remettre le jardin dans le niveau qu'il mérite, en fait, en partant par de meilleures conditions d'accueil de nos visiteurs. Et ça s'est traduit à travers des travaux de réhabilitation du site. Donc nous sommes d'abord attaqués aux voiries. Donc, tout ce qui est allée principale qui était dans un état dégradé. Donc on a vu, comme par exemple les bassins, les jets d'eau ont été remis en marche. On a remis en marche les jets d'eau, vous avez remarqué, effectivement. Oui. Ça change carrément toute la perspective, déjà que la perspective est magnifique, mais aussi avec les jets d'eau, c'est une autre dimension. Tout à fait, tout à fait. Donc il y avait les jets d'eau, il y a les allées qui sont retapées, et puis il y a la restauration des œuvres artistiques. Donc nous avions vu dans le reportage les statues d'Émile Gaudissart. Ça a été rénové avec des artistes spécialisés. Et plein de chantiers. Ça a été également une restauration et une réhabilitation de notre centre d'éducation environnementale,
Le prochain grand projet qui va arriver, Justement, ça va je voulais en parler. Donc, ça va être le le jardin zoo. thé. Ah, Ça va être le ça zoo, va être ouais, le zoo. c'est les enclos du zoo qui vont être agrandis et remis aux normes internationales, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a aussi le jardin d'essai qui va être, on va dire, qui va être une halte ou un chemin par où on doit passer. Donc, c'est un projet qui doit venir. Oui, ça par contre, c'est aussi un projet dans les perspectives stratégiques de développement de la capitale qui a été relancé par Monsieur Louali Mohamed Abdel Rabhi et qui se traduit dans le côté du jardin d'essai par l'avenue de l'Indépendance. Alors cette avenue, c'est un chemin piéton et cyclable aussi qui va relier le monument aux martyrs tout à fait en haut. D'accord, donc sur les hauteurs d'Alger. Sur les hauteurs d'Alger, en passant par la Villa Abdeltif, le musée des Beaux-Arts, la grotte Cervantes et jusqu'en contrebas, ce qui est maintenant pas faisable parce qu'on le fait soit à travers le téléphérique, soit avec le véhicule uniquement. Donc ça gâche un petit peu le plaisir de découvrir ces sites culturels. Et puis ça, on atterrit au jardin d'essai. Les visiteurs auront le choix soit de rentrer ou de poursuivre carrément le chemin vers les sablettes. Très bien. Et là, nous allons avoir une passerelle qui va relier le jardin d'essai au front de mer. Ce qui est une très bonne connexion pour nos visiteurs. Kenza Benmeni, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. On vous rendra visite encore plus souvent. Et juste pour finir, on a un sujet de l'Amia Boudbouda, puisqu'il y a eu une journée de sensibilisation au jardin d'essai à propos du chardonneret, donc de la sauvegarde de cet oiseau. Merci encore Kenza. Et moi je vous propose donc de suivre le sujet de l'Amia Boudbouda au jardin d'essai, une journée de sensibilisation pour la protection du chardonneret. Il est le symbole de la liberté, le chardonneret élégant ou le maqnin-zing, comme on aime bien l'appeler chez nous, et ce passereau convoité pour sa beauté et son chant exceptionnel. On oublie souvent qu'il est menacé de disparition. Il est le thème principal de cette journée de sensibilisation au jardin botanique du Hamma. Le jardin d'essai du Hamma, c'est un peu notre patrimoine, c'est notre réservoir de biodiversité, que ce soit animal ou végétal. Et il en va de notre devoir de sensibiliser la population et nos visiteurs, même les spécialistes. C'est au fait le point de rencontre de tout le monde, entre spécialistes, amateurs, passionnés, que ce soit de la végétation ou du domaine de la faune. Donc comme aujourd'hui, nous organisons la journée sur le chardonneret, qui est un passereau cher aux Algériens. On sait tellement qu'il y a tellement de passionnés autour de cette espèce, mais il y a aussi une réglementation. L'espèce, elle est menacée, elle est sur liste rouge de l'IUCN. C'est bien aussi de vulgariser ce genre d'informations pour que tout le monde puisse pratiquer sa passion tout en respectant l'animal, qu'on ne le mette pas en danger. C'est important pour nous. Sans caractère enjoué, la beauté de son plumage et son chant mélodieux lui ont valu d'être piégé et mis en cage. Oiseau granivore, il se nourrit essentiellement de graines de chardon, d'où dérive son nom. Explication avec le docteur vétérinaire Laïb. Le nom scientifique, c'est Cardulus cardulus cardulus. C'est un oiseau qui est très apprécié, en plus très marqué parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a le bandeau noir avec le cercle rouge dans la tête et la nuque noire et les extrémités noires avec des taches blanchâtres. Il est très apprécié par les amateurs d'oiseaux chanteurs car il a un chant très très marqué par rapport aux autres oiseaux. Chardonneret, c'est un oiseau granivore, c'est-à-dire qui mange les graines. Mais les plantes qu'il cherche, c'est chardon plus baradane. Baradane, elle est de couleur violacée. Menacé de disparition à cause de la chasse sauvage et illicite, l'urbanisation et la destruction massive de son habitat naturel, il est l'objet d'un trafic. La représentante de la Direction générale des forêts nous présentera les chiffres et nous fera découvrir l'ampleur de ce trafic et les lois protégeant ce volatile. Principalement la perte de l'habitat
et le commerce illicite et le braconnage. C'est les principales causes de disparition de cette espèce, vraiment prisée par les Algériens. Donc, la Direction générale des forêts travaille en collaboration avec d'autres secteurs aussi par rapport à lutter contre le commerce illicite et aussi par rapport au braconnage. Donc, on a enregistré durant ces 3 dernières années, donc par rapport à notre bilan de saisie, donc il y a des opérations de saisie s'agissant d'une espèce protégée. Donc, on a enregistré plus de 13 000 individus saisis en Algérie. Et puis, ces individus-là, après une mise en quarantaine, donc il y a des opérations de relâcher au niveau des habitats naturels. Donc, on cherche à repeupler les habitats naturels. Pour Amina Fellous de l'Agence nationale pour la conservation de la nature, elle nous parlera de la passion et des recherches de son défunt père. L'association algérienne d'ornithologie prendra part au débat pour parler de l'importance des oiseaux baguets. L'association et le zoo exposeront quelques chardonneries. Malgré les textes protégeant cette espèce, il faut encore beaucoup d'efforts d'explication et d'éducation pour freiner un tant soit peu cette fatalité qui peut conduire à la disparition totale de cette espèce. C'était un sujet signé Lamia Boudbouda et j'ai le plaisir de recevoir mes collègues. Alors, Guivrons des notes. Samira Hadjamor, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? La baisse. Alhamdulillah. Et notre collègue Flab Nour, comment vas-tu? Ça va très bien. Bien. On pense à Radia. Oui, on pense à Radia qui est un petit peu malade. Allah yajib la shfa, Inch'Allah. Alors, à moi l'honneur. Je commence par toi, Samira. Samira, tu vas nous parler d'un pays. Oui, et pour cause. Il y a la Coupe des Nations africaines qui se joue actuellement, enfin depuis quelques jours déjà. J'avais envie de parler de la Côte d'Ivoire, qui est un très grand pays, qui est un très beau pays, qui est un pays riche en tout. C'est le pays du cacao, c'est le pays de l'ananas. Il est connu en tout cas pour ça. C'est le pays de Césaria Evora. Ah bon? Oui. Elle est de Côte d'Ivoire. Mais elle ne vivait pas en Côte d'Ivoire. Non, voilà. Non. Donc, c'est son pays d'origine. D'accord. C'est aussi le pays d'Alpha Blondy qui a l'habitude de venir ici, tout comme Césaria qui est venu. C'est le pays de Magic System qu'on écoute, qui a chanté une très belle chanson avec Mohamed Lamine, si elle veut la passer. Yassima, on va voir voilà. si elle l'a dans sa bibliothèque. Oui, alors c'est un pays qui est... alors c'est l'Afrique de l'Ouest. Il est entouré donc de la Nouvelle-Guinée, du Libéria, du Burkina Faso. Et donc il a une porte sur l'océan. C'est un pays très intéressant parce qu'il est on va dire, dans l'itinéraire de la transsaharienne, des caravanes en fait. Et c'est ce qui a fait qu'à un certain moment, se sont développées des mosquées. 8 mosquées. Ben voilà, on écoute Magic System. 8 mosquées de style soudanais. Alors pourquoi c'est important? Parce que ce sont des mosquées. Alors on va donner les noms, alors c'est des mosquées de style soudanais qui datent, on pense que ça s'est développé à partir du XIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Elles sont 8 et elles sont réparties à travers la Côte d'Ivoire. Elles sont dans les villes et les villages. La Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 5 sites inscrits au patrimoine mondial. Donc des sites exceptionnels, uniques, de valeur inestimable, qui méritent bien sûr d'être montrés à l'humanité, d'être préservés, d'être sauvegardés, parce que c'est tout l'intérêt de l'UNESCO. Oui, il y en a 5 qui sont inscrits dans les 8 mosquées de style soudanais. Alors pourquoi elles sont importantes? Parce que ça marque les haltes des érudits et des marchands à travers la transsaharienne. On peut citer celle de Tengerella, elle date de 1655. Elle est, alors en malaké, malinké, on dit Boko Mirsi. Voilà. Pourquoi elle est intéressante? Elle est faite de bois. On va les voir défiler les mosquées. Donc les mosquées? Oui, on va les voir. Donc elle est faite de bois et de matériaux locaux, entre autres du banco.
Je vais réussir à le dire. Banco. Voilà, c'est fait à base de graines, donc de graines de fruits. Donc il mélange ça à la terre avec de l'eau, enfin il crée un ciment. Et alors on les voit les mosquées, elles sont très très belles. L'architecture est très particulière. Voilà, donc les noms sans citer, il y a Tengrela, Couteau, il y a celle de Soko Bango, il y a Samatigilla, Nambura Misri, la grande mosquée de Kong et la petite mosquée de Kong. Et il y a celle de Kaoura. Voilà. Donc tu vois comment elles sont jolies. Ah oui. Elles sont d'une architecture Vraiment, très spéciale. L'architecture est très spéciale. Très spéciale. Et tout comme Mais elle ressemble à celle de Tombouctou. elles ressemblent exactement. Ils prennent tous, même du Soudan, même voilà. de toute la région. Il y a un climat très spécial en Côte d'Ivoire. C'est un climat de savane. C'est un climat qui est un peu compliqué parce qu'il y a de l'humidité, donc beaucoup d'eau. Donc, pour garder les traces de la préhistoire, c'est un peu compliqué. Donc, mais ils ont retrouvé du matériel, des outils de cuisine, du mobilier, tout ça existe. Ils sont dans leur musée. Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines à travers le pays. Il y a aussi, merci pour la musique. Donc, il y a aussi 3 parcs naturels qui ont été sauvegardés donc inscrits à la liste du patrimoine naturel de l'UNESCO. Il y a le parc du Mont Nimbo, on l'a vu dans les images. Il y a le parc de Komoe, et le parc de Taï. Alors celui de Nimbo, c'est le mont, c'est une montagne et elle culmine à plus de 1700 mètres. Elle est très intéressante, c'est un site d'exception. Il est sauvegardé depuis le début des années 80 et il y a une faune et une flore endémiques très très importantes. La Côte d'Ivoire, c'est un pays à visiter. Il est très beau. Ça y est, très beau pays à visiter. La route du sel. Oui, bien sûr, toutes les caravanes passaient et d'où donc les érudits, les marchands et on connaît la route de la soie et voilà et peu sur la route du sel. Voilà. Stella, alors c'est maintenant à toi de nous parler du miel. Moi, je connais la route des abeilles. Oui, la route des abeilles, justement. Donc on va parler je crois miel. que tu en as gardé une sur... Hein? Elle ne voulait pas le citer. Sur ton col, elle est là encore. Donc là, tu as un portrait très particulier ce matin pour nous? Oui, en fait, le but, c'est aussi ouvrir cet espace pour les Algériens, partout en tout cas, mais la diaspora en particulier. Et le profil que je vais présenter, justement, il faisait partie de la diaspora, il est revenu, il est rentré au pays. Et il s'est lancé dans une activité qui n'a rien à voir avec la spécialité qu'il a étudiée. Il a fait de la physique nucléaire et il s'est retrouvé dans l'apiculture. Donc on va peut-être vous laisser découvrir le sujet. On découvre donc le sujet de Filla Bennour et on revient juste après, tu nous en diras plus. Prélève du miel, elle ne va pas t'embêter. Venir à son point de départ pour prendre du miel. Elle n'est pas là à dire tiens, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, pourquoi il le pousse? Quand les abeilles murmurent à l'oreille d'un homme, il devient un apiculteur. Ou plutôt un apiculteur. Badis Mazouni l'est certainement. Il n'a pas donné de prénom à toutes ces abeilles, mais il connaît parfaitement leur caractère. Elles se ressemblent toutes, mais on s'habitue, parce que chaque ruche a un caractère. C'est entre l'agressivité, le calme et la sérénité. Il y a des caractères qui sont plus productifs que d'autres. Mais celles que j'ai sélectionnées ici sont toutes douces. Le miel, ce doux bonheur aux 1000 vertus. Badis est tombé dedans il y a une dizaine d'années, par besoin au départ, avant que la passion ne prenne le dessus. Né au Texas, aux États-Unis, Badis Mazouni fait son cursus universitaire à Belzouar en physique nucléaire, avant de repartir de l'autre côté de la Méditerranée, poussé par l'envie du savoir. Il rentre en 2009 en Algérie. Sa rencontre avec l'abeille change le cours de sa vie. Aujourd'hui, il est l'un des spécialistes des produits de la ruche. Le déclic, c'est le miel. Voilà, le déclic, c'est le miel. Je voulais être sûr de l'origine du miel que je consommais. Ma rencontre avec l'abeille, c'est lorsque j'ai acheté ma première ruche. C'est là qu'on voit cette vie, qu'on sent cette sacralité, cet univers absolument infiniment petit qui fait des choses infiniment grandes pour l'humanité. Bien sûr qu'il y a une philosophie, c'est l'humilité, l'hygiène, l'écologie, l'humanité,
le bien commun, l'intérêt du bien commun. Et parce que le Covid est passé par là, la santé publique, qui est le bien commun par excellence, devient la priorité de l'apiculteur. Il oriente ses recherches pour développer des boucliers à base de miel afin de préserver ce capital humain si précieux. Alors, la propolis est un antibiotique, c'est l'antibiotique le plus puissant qui existe et qui soigne de multiples pathologies. La propolis est composée d'une centaine de polyphénols. Et sa concentration, elle est de 32 000 mg au 100 g, alors que dans les fruits et légumes, elle est à peine de 300 mg. C'est une résine que les abeilles collectent sur les arbres, ils vont la mélanger avec la cire, et ils vont en faire cette gomme qui s'appelle la propolis. Donc elle est composée à 55% de résine et à peu près 15-20% de cire d'abeille selon le type de propolis, et 10% d'huile essentielle. C'est pour ça qu'elle est très puissante. Et ça en fait un produit qui a la plus grande concentration en polyphénol. Le pollen a 24 acides aminés, donc 8 essentiels, 12 vitamines, 24 grammes de protéines au 100 grammes et 3000 mg de polyphénol également. Donc il est également très antioxydant. C'est l'aliment le plus complet qui existe sur Terre. Nous sommes aux normes HACCP, ça il faut le savoir, et tous nos produits sont analysés, tous nos lots sont numérotés, et ça passe par une rigueur scientifique. Roquette, fenouil, chardon-marie, la mer ou bien le miel noir. Une vingtaine de variétés sont proposées ici, qui proviennent des ruches implantées un peu partout sur le territoire national. Ils ont tous une texture différente, ils ont tous un bienfait, ils ont tous un goût absolument exceptionnel. Le miel de miel, là, parce que bon, le miel est produit grâce au nectar de fleurs, mais également grâce aussi au nectar qui provient de la déjection des pucerons. Et c'est le miel le plus riche en oligo-éléments. L'Algérie a besoin de mettre en valeur ces variétés, parce qu'on doit être une référence dans cette. On a une flore absolument extraordinaire, donc elle doit refléter les miels algériens. Ce qui est sûr, c'est que l'univers fascinant de l'abeille n'a pas livré tous ses secrets. Et ce passionné n'a pas dit son dernier mot. Il crée une ruche vitrée pédagogique qui met en lumière toutes les étapes de la vie de cette petite créature. Voilà, donc, la broche. Oui. La petite abeille qui te porte bonheur. Oui, là c'est vraiment pour rendre hommage d'abord à ce métier qui est oui, bien sûr. L'apiculture. Et puis, pourquoi je parle du miel ? Pour deux raisons. Pour le profil qui est un profil exceptionnel de ce monsieur, Melis Mazouni, et puis pour le miel qui est un produit du terroir et qui connaît un engouement auprès de notre communauté. Pas que le miel, plusieurs produits du terroir. Depuis quelques années, on commence à les découvrir. Et je vous laisse découvrir ma petite surprise. Ah oui, elle avait une petite surprise depuis ce matin. Tu nous as ramené du miel. Tu nous as ramené du miel. Tu verras, c'est encore plus délicieux. Dommage. Donc on regarde les images et on revient juste après. Alors, elle arrive, notre petite surprise. Peut-être pas encore. Pas tout. Je participe au meilleur pâtissier El Jazaili et je fais une petite intervention pour parler du savoir-faire algérien et des produits locaux. L'Algérie regorge de spécialités culinaires et de produits du terroir. On a la chance d'avoir des dattes, de l'huile d'olive, du safran, de l'eau de fleur d'oranger, de la pistache, du miel, la liste est longue. Mettez en avant les produits du terroir parce qu'on a la chance d'avoir des choses exceptionnelles. Et j'ai une petite surprise, bientôt j'aurai la chance de réaliser un food tour en Algérie pour mettre en avant notre savoir-faire et notre patrimoine culinaire. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bonjour à tous. Allez, bonjour l'Algérie. Fais-la, donc il a été le gagnant de Top Chef. Ah oui, il a été très populaire en Algérie. C'est Mohamed Cheikh, qui est d'origine algérienne et qui a tenu à témoigner, à donner son avis sur les produits du terroir. Il a gagné Top Chef en 2021 et il a un projet en Algérie et il sera bientôt en Algérie. Voilà.
l'espace, comme c'est ouvert aussi pour la diaspora, j'ai 2 informations à donner. Il y a à propos des produits algériens, il y a la semaine algérienne à Toulouse entre le 21 et le 24 février. Donc c'est au programme 4 jours d'exposition pour des rencontres entre les professionnels, mais aussi les particuliers pour découvrir ces produits algériens. Et puis il va y avoir un atelier culinaire, dégustation et tout ce qui s'ensuit. Par ailleurs, il y a un espace qui a été ouvert qui s'appelle l'espace, qui s'appelle les samedis de la diaspora, donc une initiative lancée par Bedis Runissa, qui est expert spécialiste dans les relations internationales, mais aussi membre de l'Observatoire de la société civile, président de la commission coopération internationale et de la communauté à l'étranger. Donc c'est un espace qui sera favorable à la réflexion, à l'action commune, un atelier qui favorise l'échange d'expériences intelligentes, collectives et l'accompagnement sur des projets à valeur ajoutée. Voilà, donc je voulais aussi préciser qu'on peut s'inscrire via un formulaire mis en ligne pour mieux s'organiser par secteur et par corporation. Très voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci pour On va y aller à Toulouse. Voilà. D'accord. Alors, pour ceux qui sont là-bas. Bah oui, c'est important, il faut y aller. Effectivement, voilà. Merci. Donc, merci on peut dire 2 mots, Mariam. On va corriger pour César. Ah oui, justement, oui, je voulais le faire. Au passage. Donc voilà, donc un de nos téléspectateurs nous a appelé pour corriger, effectivement. Donc je disais que Césaria Ebora était de Côte d'Ivoire, mais en fait, elle est du Cap-Vert. Voilà, du Cap-Vert. Elle était venue en Algérie. Elle était venue en Algérie. Clairement. Exactement. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup. Et tout de suite, place à la cuisine avec Soumeya Zerouali qui nous amène en voyage, un voyage culinaire. On regarde. Ce programme vous est présenté par Saf Instant. Saf Instant, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Saveurs algérienne. Alors aujourd'hui, on est toujours avec chef Fatah Ouzbido. Bonjour chef. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et toujours un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé, chef. C'est toujours dans une ambiance assez spéciale. Oui, assez spéciale. Ambiance caverne d'Ali Baba. Ah, exactement. En harmonie avec la forêt de Boucherville. Absolument. Qu'on vous retrouve avec plaisir pour vous faire découvrir nos différentes recettes. Ce sont les recettes du chef, je ne veux pas m'approprier les recettes du chef. Des recettes à la fois Hinti, spécialement aujourd'hui parce que c'est la tendance actuellement. Ouais. Les gens adorent maintenant, ils découvrent de plus en plus le pain complet. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais on va le faire à notre manière. Allez, voilà. Signature du chef, c'est dans un moment. Voilà. Pour notre recette de pain complet, vous l'aurez compris, nous aurons besoin... Façon arom akoran. Alors là, pain complet façon arom akoran. Voilà. Je m'impatiente là. Exactement, donc voilà. Allez, donc on va présenter d'abord les ingrédients de la recette. Voilà. Nous aurons besoin de la farine complète, bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. De farine complète. Donc vous avez préparé 3 mesures. Il y a 3 mesures de ça. 3 bols. Il va nous faire à peu près 4 galettes. 4 galettes. Allez, 3 mesures de 3 bols Hagda pour 4 galettes de pain complet. Exactement. Nous aurons également besoin de semaines. Voilà. Bien sûr. Voilà. Nous aurons également besoin d'huile d'olive incontournable. Aromatisée donc avec du laurier et du thym. On peut rajouter de l'ail également. De l'ail, des gousses d'ail. Oui, des gousses d'ail, voilà, exactement. Alors, nous aurons également besoin de levure Saf Instant, donc de levure de boulanger. Voilà. Nous aurons besoin d'origan, chef. Origan, oui. Pour le goût, oui. Oui. Oui, et un mélange de grains d'anis. Grains d'anis et grains pas de sésame, grains de nigel. Nigel, voilà, exactement. On peut rajouter aussi des grains de sésame également. Et nous aurons besoin de sel. Du sel, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Si vous remarquez, il y a de l'eau sucre également. Oui, de l'eau, bien sûr. Voilà, tout à fait. Dites-moi. Donc, si vous avez remarqué, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile de table. Oui. Donc, c'est vraiment healthy. C'est vraiment une recette healthy. Pour vous, amis téléspectateurs qui êtes au régime, oui.
Si vous voulez tout simplement manger quelque chose de plus équilibré, bien évidemment un pain plus équilibré, riche en fibres, Voilà, c'est la recette qu'il faut. Qui est la Allons-y. recette. Donc 3 mesures de Donc, farine. De farine, donc on va complète. verser comme ça. Ouais. Exactement. Voilà. Très bien, merci. Et puis, on va rajouter juste une cuillère De semaine, de semaine, voilà, c'est ça. une cuillère de semaine. Voilà. On a un verre à thé d'huile d'olive. Parfait. D'accord. Donc on va verser direct. L'huile d'olive aromatisée. Voilà, c'est ça. On l'a dit, donc tout simplement, vous pouvez l'aromatiser facilement donc avec des feuilles de laurier et du thym que vous pouvez voir ici. Vous pouvez également rajouter donc de l'ail. Vous êtes en train d'ajouter également L'origan, juste une petite pincée comme ça. une pincée d'origan, Voilà. Juste une autre pincée, Une pincée notre mélange. de mélange pour le pain. Voilà, exactement. Habat halawa ou Très bien. sandwich. Mhm. Voilà. Et on va faire le sel. Voilà, on va couper en petits. À peu près une cuillère comme ça. De sel, sel de table. Si vous avez remarqué, la levure, on la rajoute en dernier, vraiment en dernier. Oui. Voilà. On commence déjà À mélanger à ce qu'on a. mélanger ce qu'on a. Voilà, tous les ingrédients ensemble. Voilà. Et puis que chez Gouloum, Bissou l'ajin. exactement. Bissou l'ajin, voilà, exactement. Et comment on le dit en kabyle? Ah, Vous ça, me posez problème là. on oublie, c'est le chef. Exactement. C'est pas un terme qu'il utilise. Non, non. C'est pas un terme culinaire qu'il Culinaire. utilise Exactement. en cuisine. Exactement. Donc j'aurai besoin de l'eau maintenant. Voilà. Yerbah. Yerbah, voilà. Alors, Juste sur mes mains. Voilà. Encore. un peu. Encore un peu. Vous pouvez y aller. Alors, vous Voilà, n'utilisez c'est bon. pas d'eau tiède, hein, à Non, température non, ambiante. à température ambiante. Parfait. Voilà. Et on va ramasser juste la pâte comme ça. Pas trop la pétrir la mazel khmira. Mazel. D'accord. On va ramasser d'abord Très bien. notre pâte. J'aurai besoin encore D'eau. un peu d'eau. Mhm. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Parfait. Je vais vous aider. Non, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Comme ça. Vous pouvez m'aider peut-être à me donner un peu de levure. Levure. Voilà, ça, pour l'instant. Donc, juste une petite pincée. Une petite C'est pincée. toujours pour le... Non, c'est beaucoup là. Oui, oui, je suis Voilà. en train de... Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, c'est juste pour le côté moelleux. D'accord? D'accord. Parce que maintenant, on peut même, au lieu de prendre les croissants le matin, on peut le laisser le lendemain et le réchauffer et le manger. C'est excellent. Avec un petit peu de Ça se beurre. conserve bien. Voilà, ça se conserve bien. Voilà, exactement. Et sans conservateur, amis téléspectateurs. non, hein. non. Vraiment, ça se conserve naturellement. Naturellement, voilà. Juste comme ça, on va ramasser notre pâte comme ça et on va former. J'aurai besoin d'un peu d'eau. D'eau. Juste un Alors, petit peu pour d'eau. les gens qui souffrent de problèmes, vous savez, de collants, ceux qui sont Oui. colopathes, franchement, c'est une recette qui convient à ces personnes-là parce que c'est une recette qui est riche en fibres. c'est Voilà. ça. Et vraiment, c'est le pain qu'il faut. Hein. Aujourd'hui, Oui, c'est un exactement. pain le pain complet, c'est un pain qui est très à la mode. Il est très tendance en ce Pourquoi? moment. Pour ses bienfaits, justement. Maintenant, même les artisans boulangers, on trouve un peu partout Oui, le oui, pain on le trouve complet. un peu partout. Même la farine, on peut la trouver un peu partout dans les commerces. Hein. C'est Oui. plus comme avant, on ne Tout à trouve fait. pas le. Maintenant, Et le pain chez les boulangers, franchement, le Ouais, pain complet, exactement. tout le monde s'y met. maintenant, on va former nos boules, Oui. comme ça. On aura 3 boules, 4, 4. En principe, 4. 4 petites galettes, voilà. 4 petites galettes. Voilà, Parfait. c'est ça. Voilà. Ok. On peut décaler un petit peu? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Bien sûr. Pardon? Allez-y. Voilà. Comme Qu'on ça. puisse voir la taille de nos galettes. Ils seront à la même taille, normalement. Hein. Parfait. Voilà. Allez, chef, je vais vous laisser travailler. Très bien. Hein, Très bien. façonnez vos galettes. Et nous, Très bien. on se retrouve tout de suite après ceci, amis téléspectateurs.
50 سنة وإحنا معاكم وما زال. Alors, chef, ça s'annonce bien? Ben, ça s'annonce bien. La première galette est Déjà lancée. Déjà lancée, elle est déjà prête. Elle est déjà prête. Oui. Donc voilà, vous allez pouvoir déguster. Allez, d'accord? à moi la galette. Voilà. Moi, je vais déguster la Voilà. galette. Voilà, exactement. Et moi, je vais terminer pour l'équipe les 3 autres. Très bien. Alors, moi, je vais couper la galette. Ah, d'accord. Voilà. Et vous allez travailler? Il y a un détail. Il manque quelque chose avec ça. On a préparé. Ah, Anis, merci beaucoup. Notre script, Anis qui nous apporte. C'est tchouka. Ah, tchouka, la tchouka du chef. La tchouka. Donc, on va déguster avec ça. Avec ça, voilà, Parfait. exactement. Et moi, je vais profiter pour lancer les autres. Voilà. D'accord. J'ai mis un côté plus gros que l'autre C'est pas grave. parce que ce côté-là, c'est pour moi. Et l'autre, c'est pour le chef. Voilà. Agda, chef. Hagda. Ils sont Très bien. identiques. Ça va, Ouais. j'ai été correcte. Non, correct. Parfait. Vous avez bien travaillé. Très bien. Uh-huh. Je vais goûter avec ça. Je vais mettre un peu de... Non, regarde, Hein? directement comme ça, je vais vous montrer. Chef, يقول لي هذه تاع التغماس غمسي Voilà, ديريكت. exactement comme ça. صحتك شيف. Bonne dégustation. Merci, Et je vais préparer bismillah. pour l'équipe. Oh, c'est bon, chef. Je vais vous noter cette fois. Très bien. 8 sur 10. 8 sur 10. La prochaine fois, vous aurez une note meilleure. Meilleure note, ouais. En tout cas, merci beaucoup, chef. C'est moi, c'est toujours un C'est plaisir. pour l'équipe. Hein. C'est pour l'équipe. Exactement. Anna, je prends ça, je m'en vais. Ah, je rigole. Je vais rester encore un peu Voilà. pour vous dire merci, chef. Merci, Yatek c'est toujours Saha. un plaisir. Marhaba bikoum. Voilà, exactement. Un plaisir partagé. Merci. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Et puis merci à vous, amis téléspectateurs, qui êtes en train de nous suivre. Reproduisez la recette. C'est très facile à faire. À bientôt. Salam. Ce programme vous a été présenté par Saf Instant. Saf Instant, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. De retour sur notre plateau de Bonjour d'Algérie et comme chaque dimanche, nous retrouvons Yazid Ayet Mahidine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Alhamdoulilah. Voilà une galette vraiment Délicieuse. mais Elle m'a mis l'eau à la bouche. oui, moi hier j'étais à Qahooti Azouran, à la Haute-Kasbah, et j'ai pris un des mokrout. Oh, ça قلت doit être حاجة. bon. On a مقروط متاع الصحة. D'accord. Vraiment Au sens du propre. vrai mokrout avec du miel, mais c'est magnifique. Qahooti Azouran, la مقروط Haute-Kasbah. بالتمر ولا مقروط باللوز؟ لا لا مقروط نورمال بالتمر. بالتمر D'accord, voilà. d'accord, très bien. Voilà. En tout cas, moi, il y a ta cravate hein, que je trouve très jolie. Eh bien, c'est un hommage aux Sud-Africains, puisque c'est eux qui ont esté en justice l'entité sioniste. Et je rappelle que l'université de Johannesburg, ils étaient nos invités sur le plateau. L'université du rugby, en fait. Donc, je voulais leur rendre hommage à ma manière. À ta manière, avec Voilà. ta petite touche, ta jolie cravate. Absolument. Yazid, dans on va rester un petit peu sur la lancée de la dernière fois, donc le calendrier agraire. La période là où on est en ce moment, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle représente? Donc maintenant, en fait, dans le calendrier agraire, j'ai dit la dernière fois qu'il y a eu 44 périodes. Donc ça commence par le Hlal Intirza, c'est-à-dire que c'est là où ils commencent un peu les labours licites. C'est là où ils commencent un peu les labours. Et là, on est dans Ismadan Imlalen. Donc le froid blanc, c'est ça? C'est des journées froides et blanches. C'est-à-dire que c'est l'hiver en fait. C'est les moments les plus... Le cœur de l'hiver. Le cœur de l'hiver. Et c'est la poursuite des récoltes des olives. Donc c'est la poursuite des cueillettes des olives. Et parce que Azenzour, c'est l'ouverture des huileries. Mais c'est avant, parce qu'il y a déjà, pour commencer déjà à prendre
Il ne faut pas entasser donc, les récoltes. Dès qu'on fait la cueillette, on doit les envoyer directement à Huileries. C'est pour ça qu'il y a une journée spéciale qu'on appelle Azenzo, qui est l'ouverture des Huileries. Et puis, par rapport à la poursuite donc, de la cueillette, donc il y a plus de 7 jours, 20 jours de poursuite donc, des cueillettes en parallèle, parce qu'après, il y a la quarantaine ou l'azla. La quarantaine, c'est-à-dire interdiction d'accéder aux oliveries. On n'a pas le droit d'y aller. C'est un sacrilège. En fait, c'est dans les traditions, c'est un rite agraire, mais il a un sens. C'est-à-dire. Justement, quel est le sens? Le sens, c'est tout simplement, il y a des olives, il y a toujours des olives par terre et il ne faut pas les écraser, en fait. Voilà. Donc, il donne au moins une journée pour que par la suite, on ramasse le maximum de ce qui reste par terre. En fait, c'est ça. Mais ils en ont créé tout un rite pour dire attention, il ne faut pas y toucher. Donc c'est pratiquement... Et puis, il y a beaucoup de jours et de nuits, etc., qui sont... Parce que les rites, ils ont un rapport un peu météorologique par rapport à la température, par rapport au vent, par rapport à l'obscurité, par rapport à la lumière, etc. Il y a aussi des aspects cosmogoniques qui ont un rapport avec les rites, avec les mythes, etc., avec la religion, avec les traditions, les coutumes et tout. Donc, ils essayent de jumeler les deux pour donner un calendrier, un agenda agraire vraiment très rigoureux, parce que il y va de 20 jours pour, par exemple, par exemple, les labours licites, et puis il y a des périodes où on trouve une journée, 2 jours. L'azla, c'est une journée, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment pour rappeler un peu le génie de nos aïeux qui nous ont laissé ce calendrier qu'on doit respecter, parce que c'est un calendrier qui respecte l'homme et qui respecte le cycle de la nature, les solstices, les équinoxes, etc. Voilà. Très bien, Yazid. Et parmi les peintres algériens, et l'un des peintres algériens qui sont inspirés en fait de ces solstices et de ces équinoxes et qui a travaillé sur une peinture géologique, c'est Arzq el-Arbi, qui nous a quittés hier, Allah yarhamou, enfant de Ath Aziz, de la wilaya de Bouira, né en 1957. À 16 ans, il a intégré l'école des Beaux-Arts d'Alger. Par la suite, il a fait également le Paris, donc la Cité internationale des arts. Et c'était quelqu'un qui a touché à tout, en fait. Il est décorateur, il a fait de la poésie, il a fait du cinéma, il a fait de la décoration, de la scénographie. Rappelons par exemple pas mal de... Oui, avec le Harlequin, Valet des Deux Chambres, la scénographie de Zieni Chilfayed, c'est lui qui a assuré les décors, en fait, de cette grande pièce de théâtre d'Harlequin, Valet des Deux Chambres de Goldoni. Et puis, il a fait aussi les grands films, La Montagne de Beya, par exemple, La Montagne de Beya du regretté Azdin Meddour. Donc, c'est lui, en fait, qui a contribué donc, au décor de cette fresque qu'on appelle La Montagne de Beya. Il y a également... le chant de la sirène aussi, Yazid. Là, après, c'est des courts-métrages, mais les grands films, c'est La Montagne de Beya, Machahou, Gourbi Palace de Bachir Daraïs, Machahou donc de Belkacem Hadjadj, et puis par la suite il a écrit des nouvelles et il a adapté donc ces nouvelles au cinéma, au court-métrage, par exemple Le Chant de la Sirène et Winna. Donc il y a deux films un peu de films expérimental où il y a cette façon d'appréhender, et il y a ce rapport au cinéma assez particulier, notamment les détails, les décors, les coins, etc. Donc c'est quelqu'un qui est d'une grande clairvoyance sur le plan
de son rapport à l'image. C'est un poète et il y a une certaine poésie dans le traitement de l'image et comment il a réussi donc à faire ces deux courts-métrages. Ils ont été l'année dernière donc projetés à la salle de Palais de la Culture. Donc j'ai été l'année dernière, on a assisté à ces deux films, et puis il y avait un débat autour de ça, et ça lui a fait vraiment plaisir parce qu'il voulait que ces deux films seront projetés et vus par beaucoup de monde. C'était une projection qui était prévue à la Cinémathèque, et finalement c'était à la grande salle du Palais de la Culture. Et puis il a eu beaucoup d'expositions, il y a un hommage. C'était intéressé aussi au tatouage, Yazid? Oui, en fait, sa thèse de fin d'études à l'École supérieure des Beaux-Arts, c'était sur les tatouages, donc la symbolique des tatouages en Algérie. Donc il a travaillé sur donc, le sens de ces signes, de ce ashraf, comme on dit, donc le tatouage. Vraiment, c'est quelqu'un qui a donné du sens à son œuvre, et puis il a fait cette grande exposition donc à Rungis en France, avec deux autres grandes pointures donc de la peinture algérienne, à savoir Kamel Yahyaoui qui nous a quittés l'année dernière, et également Mokrani, donc qui sont des grands peintres algériens, et il a participé. Et puis il a rendu hommage dans une exposition également à Tahar Djaout. Et puis il y avait la dernière exposition, c'était à l'Espaco, donc l'espace Espaco, donc qui était du côté de Ouattarfa, côté de Dararia, où il a présenté des grandes œuvres. Rappelant qu'il a fait aussi des fresques, il a fait des peintures murales. Il y avait une peinture murale donc au siège de la Fédération des donneurs du sang à Bouira, c'est lui qui a fait la fresque murale. Donc il a beaucoup donné. C'est un écorché vif, et puis il était l'un des... humainement, c'est quelqu'un qui est très sensible, il est là, il écoute, et on l'a toujours côtoyé un peu partout. C'était quelqu'un de très accessible. Oui, très accessible, et quelqu'un qui n'aimait pas un peu le subterfuge. Oui, tout ça, oui, absolument. Je pense qu'on trouvera le temps également de lui rendre un grand hommage avec tous les œuvres, pour trouver ses œuvres, etc. et tout, parce que quelqu'un qui mérite à tout seigneur, tout honneur, comme on dit, mais vraiment... Il a marqué son époque, il a réellement marqué son époque. Absolument. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de lui au passé, parce qu'il est présent, il est là, il est parmi nous. Allah yarhamou et wassalam. Voilà, on reviendra, Inch'Allah, dans une... Oui, c'est un grand artiste engagé, et aujourd'hui, l'engagement, c'est en faveur de la Palestine et de Gaza. Et dans mes lectures de week-end, je suis tombé sur le dernier numéro de Le Courrier International. Et dans le Courrier International, donc, ils ont consacré en fait la une à Gaza et à la Palestine. Il y a l'histoire d'une femme qui s'appelle Hassoun, qui a vécu déjà la Nakba en 1948, qui a vécu également donc, la résistance palestinienne déjà de 1936 à 1939. Et cette femme raconte comment elle a quitté, il a été chassé de chez elle déjà en 1948 pour se retrouver à Gaza. Et de Gaza maintenant, elle parle comment elle a vécu ce déplacement, cette errance. Et elle a laissé un texte vraiment poignant, un témoignage qui rappelle la souffrance de tout un peuple. Je vais lire ce petit passage que nous allons voir. Sur le chemin, j'ai vu des blessés et des morceaux de corps humain disséminés un peu partout. Impossible d'aller à droite, à gauche, ou même de regarder en arrière. Il fallait avancer ou mourir.
Donc en fait, elle a vécu ça dans ce déplacement forcé des populations. Donc elle a vécu en fait l'errance, elle a vécu comment elle... C'est une survivante aussi. Oui, c'est une miraculée. On peut dire que c'est une miraculée, cette femme. Oui, oui, elle parle en fait de la souffrance et de ce génocide en fait des Palestiniens. Elle le dit, elle a vécu aujourd'hui, les témoins sont là. On peut pas le nier. C'est vraiment, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. Et Hassoun, le mot Hassoun, la beauté en fait, Hassoun, qui se retrouve aujourd'hui face à l'errance et face au génocide et face au massacre des enfants. Face à l'horreur, encore une fois. À l'horreur, voilà. À son grand âge, Oui, j'imagine. voilà. Et une autre femme palestinienne, qui est une grande artiste peintre palestinienne, qui s'appelle Samia Halabi, qui vit aux États-Unis depuis 1951. C'est une pionnière de l'art abstrait. Et c'était prévu que cette femme expose à l'université d'Indiana, aux États-Unis. Donc elle devait exposer, tout était prêt pour l'exposition au mois de février. Tout était prêt dans le musée Ashkenaz de l'université de Indiana. Et hop, l'information tombe pour lui signifier la non-participation donc ou l'interdiction de cette exposition. Et les gens vraiment ne s'attendaient pas. Et j'ai retrouvé donc dans cette interview donc de la chaîne Democracy Now, on lui pose la question, est-ce que tu as eu une réponse? Comment ils vous ont notifié l'interdiction? Nous allons l'écouter. Response to that is, first of all, they never gave me a reason, and they never responded, and they never even talked to me. So I got the impression that they didn't like from a very brief phone call with the director of the museum, that one way or the other, my general attitude and support of Palestine and criticism of Israel and U.S. Donc elle le dit, et elle n'a pas reçu de notification, il n'y a pas eu carrément, il n'y a pas eu d'argument, il n'y a pas eu de raison, mais elle a compris que c'était parce qu'elle était pro-palestinienne et parce qu'elle a dénoncé l'horreur israélienne, elle a dénoncé ce qui se passe à Gaza, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit qu'aux États-Unis il y a cette interdiction. Il y a cette forme de censure sur l'art et sur la culture en général parce que ces artistes défendent la cause palestinienne. Donc en fait, cette grande artiste palestinienne qui est Samia Halabi, elle est très connue aux États-Unis, elle a fait des expositions partout, elle a fait des vernissages partout, elle est connue pour être une des femmes qui ont du basta à l'horreur israélienne, à tous les massacres perpétrés par l'entité sioniste à Gaza. Donc on voit... C'est pour ça qu'on veut la réduire au silence aujourd'hui. Oui, on veut la réduire au silence, mais elle a compris et elle commence donc à lutter et elle fait tout pour qu'elle puisse exposer parce que tout a été préparé, toutes les œuvres ont été préparées, le catalogue, les invitations, tout était vraiment nickel, mais par la suite, le rectorat de l'université d'Indiana et le musée Ashkenaz d'Indiana ont interdit cette exposition. En tout cas, nous, on le dit, Yazid, nous dénonçons donc à travers cette information que tu Oui, en fait, voilà, j'essaie de chercher un peu partout, de lire, par exemple, ce que j'ai lu vraiment dans le Courrier international par rapport à cet article sur l'effacement d'un peuple, l'effacement de la culture et de l'identité d'un peuple, comment Israël, comment l'entité sioniste, ils font tout
pour détruire un peuple, pour l'effacer, pour qu'il n'y ait aucune trace de ce peuple. En arrivant jusqu'à là, Oui, qui normalement doit être... Merci beaucoup Yazid. Merci. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Je vous dis, donc demain vous retrouverez Nour Huda.